Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo qui m'a été très souvent demandée, à savoir comment jouer à Magic. Donc aujourd'hui je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous, vous familiariser avec l'univers de Magic. Et je suis accompagné d'un ami très cher qui s'appelle Doki. Pour vous servir. Et qui va m'aider parce que c'est quand même assez difficile, mine de rien. Donc alors, Magic, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes à jouer à collectionner, dans lequel vous incarnez un Planeswalker qui en affronte d'autres à l'aide des sorts que contiennent sa bibliothèque. Quelles sont les règles du jeu et les buts pour gagner la partie? C'est très simple, vous avez 20 points de vie et un deck de 60 cartes minimum. Vous gagnez quand vous mettez l'adversaire à 0 points de vie ou qu'il ne peut plus piocher de cartes. Il y a d'autres cartes qui peuvent vous donner des conditions de victoire alternatives, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, maintenant on va vous parler des 5 couleurs de mana. En effet, donc imaginons-nous, vous commencez la partie, vous n'avez pas de carte posée sur la table, il va bien falloir que vous trouviez un moyen de gagner la partie. Eh oui. Donc pour ce faire, la base à Magic, ce sont, comme on vient de le dire, les 5 couleurs, les 5 terrains. On a le trèfle, le pique, le carreau, et je ne sais plus quoi, dans les jeux de cartes conventionnels. Ici, nous avons 5 couleurs, le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Chacune a une façon de fonctionner particulière, si vous voulez. Le blanc, par exemple, c'est une couleur qui va pas donner des créatures très originales, parce que oui, vous pouvez invoquer des créatures, entre autres petites choses. Ceci étant, le blanc, c'est cette couleur-ci, va en revanche donner des sorts de guérison pour vous permettre de regagner des points de vie quand l'adversaire vous en enlève, et du coup, au bout d'un moment, ça peut lui faire perdre en moyen. En outre, vous allez avoir un suivi régulier au niveau des créatures, de sorte que vous allez pouvoir invoquer des petites créatures facilement, qui vont pouvoir faire du dégât. Ceci étant, les créatures que vous aurez ne seront pas forcément très originales. Je prends ici une carte qui est une carte assez forte au niveau blanc. Bon, elle coûte relativement cher, quoique 5, c'est merci, le strict minimum. Et on voit que ses capacités ne sont pas forcément très originales par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres couleurs, comme j'en parlerai. On a le lien de vie, le vol, et puis à chaque fois qu'une de vos créatures vous permet de gagner des points de vie, vous mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et sur chaque créature que vous contrôlez. En effet. Donc, on le voit, c'est pas forcément très original. Le bleu maintenant, eh bien le bleu, c'est une couleur un petit peu de patience, si j'ose dire. Le terrain utilisé sont les îles, une magie de l'air et de l'eau, et qui va vous permettre, dans un premier temps, de temporiser en contrant les sorts que va jouer l'adversaire, c'est-à-dire tous les différents types de cartes. On mettra un tableau pour expliquer les différents genres que vous pouvez rencontrer un peu plus tard. Mais donc, grâce au bleu, dans un premier temps, vous allez pouvoir empêcher l'adversaire de jouer, puis ensuite, vous allez jouer vos cartes. Bon, un exemple classique de carte bleue, dissoudre, contrecarrer le sort d'adversaire ciblé, c'est-à-dire que, comme je viens de vous l'expliquer, vous empêchez l'adversaire de jouer au moment où il s'apprête à poser sa carte. On reviendra un peu plus tard sur comment lancer des sorts. Ensuite, le noir. Alors là, la couleur qui fut pendant longtemps, celle des grands méchants par excellence, les marais, le noir, là, tout ce qui est associé à la mort. Donc, comme je viens de l'évoquer subtilement, c'est une couleur qui va beaucoup évoquer les cartes qui sont envoyées au cimetière. C'est-à-dire, quand par exemple vous lancez un dissoudre, que je viens d'évoquer précédemment, tiens, ce petit sort-là qui est en bleu, une fois que son effet est résolu, c'est le terme conventionnel, c'est-à-dire que son effet est fait, pardon de la répétition, il va dans ce qu'on appelle le cimetière des cartes, c'est-à-dire le contraire de la bibliothèque. C'est pareil pour une créature comme mon archange de Thune que je vous ai présenté avant. Une fois qu'un adversaire réussit à la détruire, il y a plusieurs façons pour ce faire, on y reviendra, eh bien elle aussi va au cimetière. Et le noir va beaucoup utiliser ces couleurs-là. En outre, il va affaiblir les créatures de l'adversaire. Alors, un exemple de carte noire, je vous propose le Pharaon Vengeur, qui est une carte dont les effets sont très relatifs au cimetière. Déjà, quand il est au cimetière et que votre adversaire vous inflige des blessures avec une créature, celle-ci est envoyée au cimetière et le Pharaon Vengeur lui revient sur le dessus de votre bibliothèque.
Donc un bon exemple de carte noire. Le noir est donc une couleur très perfide qui joue avec les points de vie, et autant les vôtres que ceux de l'adversaire. Le rouge, dont l'élément est la montagne. Alors le rouge, c'est une couleur passionnée et agressive. J'aime bien la décrire comme ça. Alors, c'est aussi une couleur très rapide, et d'un type de jeu qui s'appelle l'aggro, on expliquera les types de jeux aussi, rassurez-vous, va l'utiliser. Alors, un exemple type de carte qu'on peut trouver, frappe foudroyante, hop, infliger 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Alors, vous imaginez, vous avez une carte qui vous permet d'infliger des blessures directes à un joueur, donc vous en avez plein, c'est déjà très facile de faire perdre des points de vie rapidement à un autre joueur. En revanche, bon, il vous faut aussi des petites créatures pour attaquer. Généralement, du moins si vous jouez de façon banale. Après, il y a des joueurs spécialisés qui savent très bien utiliser les règles de Magic pour lancer des jeux très rapides sans créatures, mais on va dire que c'est un cas à part et je ne vous conseille pas de vous y lancer dans l'immédiat. Mais bref, grâce à des sorts comme celui-là qui coûte pour 2, qui frappe directement l'adversaire, plus des créatures que vous jouez pour 1 mana. Donc le mana, je le rappelle, si nous ne l'avons pas dit, c'est l'unité fictive grâce auquel vous pouvez compter, activer vos sorts et voir payer leur coût. Mais on expliquera le coût plus en détail. Oui, on reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que, petite parenthèse, grosse parenthèse qui est nécessaire, ne vous inquiétez pas, c'est dur parce que il faut combiner beaucoup de règles pour pouvoir jouer à Magic, il faut le reconnaître. Voilà, c'est ça. Mais si ça reste un jeu relativement accessible pour peu qu'on prenne un peu de temps, franchement, c'est pas compliqué. On prend très vite nos marques. Oui. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, une partie en exemple, ça rentre très vite. C'est vrai, c'est vrai. On passe au vert maintenant ? Avant l'exemple, la théorie est le vert, en effet. Le vert, alors, la couleur de la nature et des écologistes dans la politique moderne. À Magic, c'est, comme je le disais, la couleur qui permet d'invoquer les grosses bébêtes, les plus grosses du jeu. Un exemple, ah oui, tout de suite, l'hydre calonienne, qui est une hydre énorme, que vous activez pour 5. Donc vous voyez, ça peut être assez cher le vert à jouer également. Alors évidemment, là on voit 0-0, mais en fait, elle arrive avec des marqueurs +1/+1, et elle double ses marqueurs +1/+1 à chaque fois qu'elle attaque, ce qui fait qu'elle devient très vite énorme. En effet. Bon, pour vous aider à invoquer vos grosses créatures, le vert a aussi, dans les premières cartes qu'on peut jouer, des petites créatures, des elfes généralement, qui vous permettent d'ajouter un petit peu de votre mana, c'est-à-dire de votre monnaie de compte. Ce qui vous permet de payer vos sorts. Donc, qui vous permet de jouer vos sorts, oui, voilà. Et donc, le vert est une couleur qui va surtout tabler sur les créatures, mais pas forcément les bêtes volantes en revanche. Donc, pas une couleur des plus subtiles, mais assez costaude. Voilà, en général, ça va mettre des gros tons en fin de partie. Des gros tons, c'est-à-dire des grosses créatures. Voilà. On appelle ça des gros tons, c'est le jargon du joueur, excusez-moi. Et donc, c'est des créatures qui coûtent en général assez cher, qui ont des effets monstrueux. Genre, on met des grosses bestioles qui peuvent frapper par-dessus les bêtes adverses. Et donc, pour faire que ces créatures arrivent plus vite, en général, il y a ce qu'on appelle des accélérateurs de mana. Donc, je te laisse par exemple montrer. Alors, comme je le disais, une carte typique du vert, un petit elfe, l'elfe de la Noire, qui permet d'ajouter un mana vert, donc représenté par un bel arbre de la forêt, à votre réserve de mana. La réserve, c'est votre banque fictive, si j'ose dire, où va le mana quand vous enclenchez un terrain. Pour l'enclencher, on va voir ça plus tard, vous en faites pas. Dans une prochaine vidéo. Oui, non, pas dans une prochaine vidéo, dans une prochaine partie, on va vous montrer comment payer le coût de mana d'une carte. Et après ça, on vous montrera quels sont les types de cartes et quand vous pouvez les jouer. Donc, à tout de suite. Alors, comment lancer un sort ? On vous a expliqué que les manas étaient produits par les terrains. Donc, pour produire un mana avec un terrain, il faut l'engager, comme ceci. Vous ne pouvez jouer qu'un seul terrain par tour. Donc, par exemple, voilà, c'est mon tour. Je dis, je pose une île. Je ne pourrai plus en poser jusqu'à mon prochain tour, à moins qu'une carte me dise expressément que je peux le faire. Ensuite, pour lancer un sort, comment faire ? Donc, comme j'ai dit, j'engage le mana. Donc là, il y a 2 manas bleus dans ce qu'on appelle la réserve. Donc, la banque fictive avec laquelle vous allez pouvoir payer le coût de mana des sorts. Le coût de mana, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous avez en haut à droite de la carte, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 manas bleus dans ma réserve.
Alors, est-ce que je peux payer cette carte? Comme vous voyez, j'ai un cercle avec un 1 et un petit cercle avec une goutte d'eau. Le cercle avec la goutte d'eau, c'est le symbole du mana bleu. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole d'un mana qui n'a pas de couleur. C'est-à-dire que vous pouvez le payer avec un mana de n'importe quelle couleur. Ça veut dire que j'aurais très bien pu le payer avec une montagne, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous devez payer une fois ceci. Donc faites très attention. Vous pouvez payer ça avec un mana de n'importe quelle couleur et ça avec un mana bleu. Donc là, j'ai 2 mana bleus dans ma réserve. Est-ce que je peux lancer ce sort? Oui. Il arrive en jeu. Une créature, quand elle arrive en jeu, ne peut pas attaquer parce qu'elle est soumise à ce qu'on appelle le mal d'invocation. Donc, une créature avec le mal d'invocation ne peut pas attaquer, mais elle ne peut pas non plus effectuer une tâche qui lui demanderait de s'engager. Elle est obligée de rester comme ça. À moins qu'elle ait la capacité qu'on appelle la célérité. Ceci étant, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Une créature, si elle ne peut attaquer, peut défendre. Merci. Voilà, c'est-à-dire que si jamais un adversaire en face de vous attaque avec une de ces créatures, admettons, non, c'était un trop mauvais exemple parce que cette créature a le vol, donc elle ne peut pas, celle-ci ne l'a pas, donc elle ne peut pas bloquer, on vous expliquera plus tard. Voilà, admettons que l'adversaire vous attaque avec cette créature pendant son tour. Cette créature n'a pas pu attaquer, mais elle peut très bien décider de bloquer quand cette créature va vous attaquer. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, nous avons une créature en jeu. Ensuite, est-ce que, avec ces 2 manas qui restent, je vais pouvoir lancer cette carte? Alors, on va regarder son coût de mana. 2 manas rouges et 2 manas incolores, ce qui représente 4 manas. Ici, je n'en ai que 2, donc je ne peux pas le faire. Et, comme le disait Doki, eh bien oui, comme je m'apprêtais à vous le dire, une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que, par exemple, je ne pourrais pas quand même engager mes 2 terrains qui sont là pour ajouter les manas qu'ils produisent à ma réserve et les dépenser au prochain tour. Pour jouer ma carte, parce que, comme on vous l'expliquera un peu plus tard, les terrains à chaque tour se dégagent, donc c'est-à-dire qu'ils sont à nouveau disponibles pour produire du mana, ils n'en produisent qu'un par tour, sauf exception, mais ils le font à chaque tour normalement, donc c'est plutôt pas mal. Ah, l'énergie qui se renouvelle, ça laisse rêveur. Et donc la question, en l'occurrence, c'était, est-ce que donc j'engage ceci, à la fin de mon tour, le mana reste dans ma réserve, c'est la théorie. Ensuite, je redégage tout ça au début de mon prochain tour, j'ai encore les 2 manas dans ma réserve, et du coup, est-ce que je peux, en payant seulement 2, lancer ce sort? Eh bien, la réponse est non, évidemment. Non. Vous ne pouvez pas, parce que le mana se vide à la fin de chaque étape. On reviendra sur les étapes plus tard, parce qu'on ne va pas vous perdre pour le moment, on va juste vous parler du coup d'activation des sorts. Alors, pour simplifier simplement, je résume juste. Une étape, c'est un moment dans le tour. Voilà, que vous ne soyez pas surpris par le jargon. Mais vas-y, voilà. Poursuis. Donc, avec ces 2 manas, est-ce que je peux lancer ceci? On va voir si vous avez suivi. Donc là, j'ai un mana rouge et un mana incolore. Donc, je paye le mana rouge. Donc ça, c'est payé. Et là, je paye le mana incolore avec un mana bleu. C'est payé. Donc, je peux très bien lancer cette carte. En l'occurrence, elle inflige 2 blessures. Je peux très bien décider de les infliger à mon adversaire ou à une de ses créatures si j'en ai envie. Voilà. Donc, ensuite, fin de tour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dégager tous les permanents. Non, début du tour. Comment dire? Fin de tour, évidemment, oui, pardon. Fin de tour, donc là vous passez le tour à votre adversaire, lui aussi va finir son tour. Donc là, début de votre tour, on commence avec l'étape qui s'appelle l'étape de dégagement. C'est l'étape la plus importante, je suppose, parce que sans mana, vous ne pouvez absolument rien faire, en théorie. Donc du coup, n'oubliez surtout pas de dégager ceci au début de chacun de vos tours. Pareil, si une créature est engagée, n'oubliez pas de la dégager. Donc maintenant, là on voit, j'ai 4 manas. Est-ce que je peux lancer cette carte, finalement? Eh bien la réponse est non, puisqu'il faut 2 manas rouges. Or, je n'en ai qu'un seul sur le terrain. Donc du coup, je ne peux pas lancer ce sort. Et est-ce que je peux lancer celui-ci, qui coûte, comme vous pouvez le voir, un mana bleu, un mana rouge et 3 manas incolores? Évidemment non, puisque je n'ai que 4 manas en jeu. Par contre, si vous avez bien suivi, ceci est un autre tour, ce qui fait que je peux poser un autre terrain si j'en ai un en main. Et donc du coup, je paye les 5 et je vais pouvoir mettre cette créature. Waouh! Voilà. Donc ensuite, si on passe en phase d'attaque, on peut très bien, cette fois-ci, décider d'attaquer avec celle-là. Pour attaquer, il faut que la créature s'engage, à moins qu'elle ait une capacité à mots-clés qui s'appelle la vigilance, qui fait que quand elle attaque, elle ne s'engage pas. Mais on reviendra sur ça plus tard. En effet. Donc voilà, maintenant vous savez comment payer le coup de mana
des sorts. Donc on va passer à la partie suivante dans laquelle on va vous parler d'autre chose. Donc maintenant on va vous parler des différentes catégories de cartes. Alors il y a des permanents, des choses qui vont rester en jeu, et des non permanents qui vont être joués comme ceci, et qui vont ensuite directement aller au cimetière. Donc je laisse Doki vous expliquer en détail. Alors, comme on l'a dit, on peut diviser les genres de cartes en différentes catégories. Donc, il y a les permanents et non permanents, c'est-à-dire les sorts qui vont rester sur le terrain et les sorts qui vont s'en aller aussitôt qu'ils auront fait effet. Et à côté de ça, comme je viens de le dire, il y a les sorts et les non-sorts. Alors, un non-sort, qu'est-ce que c'est? Le tableau vous aide et vous connaissez ce genre de cartes. Les terrains, ce sont les seuls permanents qui ne sont pas des sorts. Ce qui veut dire, concrètement, qu'un adversaire ne peut pas vous empêcher de jouer un terrain quand vous en jouez un. Et non, parce que un sort conventionnel peut être contrecarré, comme on l'a dit, avec une carte bleue, comme on l'a montré dans une autre vidéo, dans l'exemple. Par exemple, dissoudre, voilà. Qui peut contrecarrer n'importe quel sort. Un terrain est un permanent qui ne peut pas l'être, car il n'est pas un sort. Comme sorts qui se trouvent être des permanents, nous avons, le plus simple pour commencer, les créatures. Donc, vous invoquez une bébête qui va aller manger les points de vie de l'adversaire à que vous êtes méchant. Voilà, donc c'est un permanent, elle va rester sur le champ de bataille et elle peut attaquer au tour suivant. À part des créatures, ô mage que vous êtes, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez par exemple réaliser et mettre en jeu un enchantement. Alors, les enchantements, c'est quelque chose qui va rester sur le champ de bataille, qui n'a rien à voir en général avec les créatures, elle ne peut pas se faire attaquer ou cibler par quelque chose qui donne des blessures. Mais elle peut se faire cibler par des sorts qui détruisent spécifiquement les enchantements. Et en général, les enchantements ont des effets sur le champ de bataille et sur les créatures qui les entourent ou les joueurs. En l'occurrence, cet enchantement, tant qu'il est en jeu, il va donner +3/+3 à toutes les créatures. Catégorie suivante, les artefacts, qui sont généralement incolores. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel mana peut être joué pour les mettre en jeu. Et les artefacts ont en revanche une particularité qui est que pour les équipements par exemple, ils peuvent être un petit peu coûteux. Mais bon, ça dépend franchement desquels. Toujours est-il que c'est une catégorie supplémentaire que vous pouvez toujours vous servir pour renforcer votre jeu. C'est assez similaire à un enchantement pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y a certains artefacts qui ont des effets sur tout le champ de bataille, et d'autres ici, comme des équipements, qui nécessitent que vous les associez à une créature afin qu'ils aient effet. Ils peuvent être détruits par des effets qui détruisent les artefacts, et ils restent en jeu tant qu'ils ne sont pas détruits. Mais ils ne peuvent pas vous protéger, sauf cas exceptionnel, contre les créatures que votre adversaire envoie. Idem que les enchantements. D'où une nécessité de bien équilibrer son jeu. Enfin, une catégorie qui n'était pas présente dans le jeu initialement et qui s'est rajoutée au cours d'une extension et qui depuis a fait fureur, les Planeswalkers ou Arpenteurs comme on a pu les appeler un temps. Regardez bien. Voilà, donc ça c'est un type de permanent très particulier. Il arrive en jeu avec des marqueurs loyauté. Donc, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme si c'était... votre assistant, si l'on peut dire, à voilà, vous, grand magicien que vous êtes. Avec ses propres points de vie. Et donc, il a des capacités qui vont lui ajouter des points de loyauté ou lui en faire retirer. En fonction de ce que vous lui demandez. Voilà. Il peut les activer, contrairement aux créatures. Il peut les activer dès qu'il arrive en jeu. Et il peut se faire attaquer par des créatures et il peut subir des blessures de sorts de votre adversaire. Alors, si un adversaire vous cible avec un sort qui inflige des blessures, il peut très bien décider de rediriger les blessures sur le Planeswalker. Donc, voilà. Nous en arrivons donc aux sorts qui ne sont pas des permanents, donc qui vont être un petit peu vos unités, enfin, unité n'est pas le bon mot, on va dire plutôt vos flèches, qui vont vous permettre d'agir à un moment critique du jeu pour retourner la situation à votre avantage. C'est vraiment l'unité rapide. La cavalerie qui arrive au dernier moment. Par exemple, l'adversaire a réuni face à vous une armée de créatures absolument invincibles, vous n'avez rien pour vous défendre. Eh bien, grâce à un rituel par exemple, au moment où c'est votre tour, vous allez pouvoir détruire ces créatures. Ici, tous les permanents non-terrains qui ont le même nom.
Donc c'est un sort qui est très puissant et qui est souvent joué. Donc alors, contrairement au permanent, comme on l'a dit, une fois qu'il est joué, il va directement au cimetière, il ne reste pas sur le champ de bataille. Et vous ne pouvez pas continuer à utiliser ces merveilleux effets, hélas. Mais, me direz-vous peut-être, si c'est le tour de l'adversaire, il aura 10 000 fois le temps de me détruire avant que je puisse riposter, même avec un rituel. Pas de problème, les éphémères sont là pour régler votre affaire. En effet, contrairement aux rituels qui ne peuvent être joués que durant votre tour, et encore les rituels ont cette particularité qu'ils ne peuvent pas être joués au moment où vous attaquez. C'est avant ou après l'attaque, quand c'est votre tour. Les éphémères peuvent être joués à n'importe quel moment. Et oui, c'est ça qui est pratique, c'est-à-dire que si jamais un adversaire décide de jouer par exemple Pulsation du Maelstrom, vous pouvez très bien décider de jouer en réponse, donc un éphémère. Alors comment est-ce que ça se goupille tout ça? Il décide de jouer Pulsation du Maelstrom. Donc le sort, excusez-moi, va sur la pile. C'est ça, alors ça c'est quelque chose qui est très important à Magic, c'est ce qui nous permet de nous y retrouver quand on lance des sorts. Je peux très bien décider, à ce moment, il décide de la lancer, de dire en réponse, je vais lancer ceci, je vais t'infliger 3 blessures. Alors c'est juste pour l'exemple, hein, parce que c'est pas très utile, mais c'est quelque chose que seuls les éphémères peuvent faire. Un rituel ne peut pas s'ajouter à la pile. Il est obligatoirement à la base de la pile. Sauf Donc, situation exceptionnelle et... Oui, sauf situation exceptionnelle, au cas où vous pouvez lancer les rituels en même temps qu'un éphémère, si une carte vous le dit de le faire. C'est pareil, tout va sur la pile, hormis les terrains. Les terrains, comme ils ne sont pas des sorts, ils ne passent pas par la pile. Alors, la pile. Tous les permanents, vous ne pouvez les jouer qu'en rituel. C'est-à-dire que vous ne pouvez les jouer que pendant votre tour, avant ou juste après votre phase d'attaque, dans ce qu'on appelle la phase la phase principale. Donc voilà. Bon, vous remarquerez enfin, pour compléter notre théorie, qu'il n'existe pas de non-permanents qui sont des non-sorts. Cette catégorie est vide. Eh oui, ça arrive. Pour terminer rapidement sur les Planeswalkers, je m'aperçois que j'ai oublié de parler de quelque chose. Vous ne pouvez activer leur capacité qu'une seule fois par tour. Mais contrairement aux créatures, comme on l'a dit, vous pouvez le faire dès qu'ils arrivent en jeu, ce qui est toujours un avantage niveau rapidité. Question qui est aussi assez fréquemment posée. Donc, du coup, grâce à ce système de piles, normalement, je joue ce sort. Donc, une fois qu'il arrive en jeu, normalement, avant qu'il puisse lancer une de ses capacités, je suis censé pouvoir lui mettre une frappe foudroyante et donc baisser ses marqueurs loyauté avant qu'il puisse utiliser sa capacité. Et en fait, pas du tout. Parce que avant qu'il puisse gagner des marqueurs loyauté. Mais en fait, pas du tout, puisque ces capacités, le +1, le 0 et compagnie, ce sont les coûts d'activation de la capacité. Ça veut dire que vous lancez le sort, c'est sur la pile, mais l'adversaire ne récupère pas ce qu'on appelle la priorité, on y reviendra plus tard. Donc vous pouvez déjà payer le coût. Donc à cet instant, il a déjà un marqueur loyauté en plus, et seulement à ce moment-là, il peut lancer son pour essayer de baisser votre marqueur loyauté. Donc là, la capacité ne s'est pas encore résolue, mais le marqueur loyauté, si. Donc voilà, c'est un petit point comme ça. On peut maintenant passer à la suite. Alors, maintenant, on va vous montrer comment se déroule une phase d'attaque, comment on inflige les blessures et tout ça, et différents cas possibles lors d'une phase de combat. Donc là, en l'occurrence, c'est au tour de mon adversaire de jouer. Donc on a pris une partie en son milieu, comme vous l'avez vu. Voilà, en plein milieu. Là, on est au tour 5, j'ai joué un terrain par tour, et avec 3 d'entre eux, par exemple, je peux jouer un nouveau sort, en l'occurrence un sort de créature, le Temple des Voyageurs. Voilà. Donc, son effet dit que sa force et son endurance sont égales au nombre de créatures qu'il y a sur son champ de bataille à lui. N'oubliez pas de le compter lui-même, ça fait déjà 1. Voilà. Plus son collègue à côté, 2. Donc... c'est une de 2. Voilà, maintenant. Donc, est-ce que tu déclares une phase d'attaque? Alors, déjà, souvenez-vous que comme le Temple des Voyageurs peut arriver, je peux déclarer une phase d'attaque. Ceci est, je ne peux pas attaquer avec lui, pardon. Voilà. Mais il pourra me défendre. Donc je me dis, soyons téméraires, je vais attaquer avec mon frappeur Loxodon à côté, qui est 4-4. Pour attaquer, j'engage. Voilà, tu déclares ta phase d'attaque. Alors maintenant, différents cas de figure. Il décide de m'attaquer, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Donc, soit
je décide de le bloquer avec une créature, auquel cas, donc, pour signifier qu'on bloque, on met en général devant. On n'est pas obligé, hein, mais c'est plus clair comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il a une force de 4, j'ai une endurance de 3. On s'inflige nos blessures en même temps, donc il m'inflige 4 blessures, et moi je lui inflige une blessure. Parce qu'il a une force de 1. Voilà, parce que ma créature a une force de 1. Alors, où sont la force et l'endurance sur une créature? C'est très simple, c'est ici, vous voyez, 1 et 3. Donc ça c'est la force, et ça c'est l'endurance. Et 4-4 à côté. Voilà, ici c'est 4 partout, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il m'inflige 4 blessures, je meurs, je lui inflige une blessure, il reste là. Par contre, la blessure reste jusqu'à la fin du tour. Ça c'est important de le noter. Je peux aussi décider donc de bloquer avec celle-là, la meneuse d'orage, qui est une 2-2. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que je lui inflige 2, il m'inflige 4, je meurs, il ne meurt pas, mais il ne reste plus que 2 d'endurance jusqu'à la fin du tour. Ou alors, je peux décider de bloquer avec les deux, auquel cas, je lui inflige 3 blessures, 2 avec la meneuse d'orage, 1 avec la sibylle, et lui, il a 4 blessures à distribuer comme il veut parmi mes 2 créatures. C'est important ça, il n'en inflige pas 4 à chacune, il doit choisir combien il en inflige à chacune. Donc par exemple, voilà. 3 ici et 2 là, donc il y en a une qui survit forcément. Voilà, et il ne peut pas infliger des blessures à une créature tant qu'il n'a pas tué une autre créature, infliger des blessures mortelles à une autre créature. Voilà, donc en l'occurrence, qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais décider de bloquer comme ça. Tu infliges des blessures comment? Je vais choisir de commencer par ta sibylle. Donc tu infliges 3 blessures à ma sibylle. Exactement. D'accord, et donc tu infliges le reste à la meneuse d'orage. En effet. Donc la meneuse d'orage ayant une endurance de 2, elle va survivre. Par contre la sibylle, vu qu'elle a pris 3 blessures, va aller au cimetière. Voilà. J'aurais très bien pu aussi décider de ne pas bloquer, auquel cas j'aurais pris directement les 4 points de dégâts sur moi. Voilà, est-ce que tu as autre chose à faire? Non, là c'est mon tour qui se termine. D'accord. Alors, un autre cas de figure, on va bien voir. Alors, admettons maintenant, je vais chercher une créature pour bien vous montrer. On n'a pas le droit de chercher en milieu de partie là. Oui, non, là c'est juste un exemple. Là ça n'a rien à voir. Normalement, j'ai pas du tout le droit de faire ça. Mais là, du coup, je décide de lancer un sort de créature. Donc je vais lancer une meneuse d'orage de Carnos qui coûte 3 mana. Donc je dépensais les 3 mana ici. Comme vous pouvez le voir, c'est une créature qui a la célérité. Voilà. Donc c'est-à-dire que hop, elle arrive sur le champ de bataille. Et là, je peux décider d'attaquer avec elle si je veux. Alors que normalement, une créature qui n'a pas la célérité ne peut pas attaquer. Et là, ce que je vais choisir de faire, c'est déclarer une phase d'attaque avec tout le monde. Alors là, moi j'étais à 18. Ce petit compteur pour vous le rappeler. Voilà, il était à 18 points de vie, et moi j'attaque avec 3 créatures. Alors elles sont chacune de 2 de force, donc je risque de prendre 6 en tout. Voilà. J'ai donc un bloqueur de 2 potentiel. Tout à fait, car je rappelle qu'une créature engagée ne peut pas bloquer. Ah oui. Ceci étant, je me dis que vu sa capacité, comme quand mon tour sera venu et qu'elles sont toutes engagées, j'ai tout intérêt à les laisser passer pour pouvoir contre-attaquer. C'est aussi ça. Tandis que là, si je sacrifie ma créature pour qu'il les bloque, enfin du moins l'une d'entre elles, je n'aurai plus rien pour contre-attaquer ensuite. Donc c'est toute une logique de calcul pour le tour futur. Donc je prendrai 6 et passerai à 12. Mais... D'accord, donc là tu choisis de ne pas bloquer. En effet. Donc du coup, toutes les blessures vont passer. Ici, j'ai une force de 2, là j'ai encore une force de 2, et là une autre force de 2, donc additionné, ça fait 6, tu passes de 18 à 12, tout à fait. C'est QFD. Voilà, donc maintenant, je passe mon tour, c'est à lui de jouer. Alors, puisqu'on a... Ah, voilà pile ce qu'il nous fallait. Donc, hop, je dégage, très important, j'aurais dû dégager avant de piocher, pardon, de cette distraction. Je peux mettre un terrain supplémentaire et comme je suis gentil, on va dire que c'est de nouveau à toi tout de suite. D'accord, donc ça veut dire qu'il ne fait rien, il passe son tour, je dégage, je pioche une carte, voilà, donc je peux décider de mettre un terrain puisque je n'en ai pas encore mis. Alors, comme je vois qu'il a plein de mana dégagé, j'imagine qu'il a quelque chose, un atout dans sa manche, on va voir. En attendant, moi, comme je suis un gros bourrin, je vais encore une fois décider d'attaquer avec tout le monde. Et c'était le plan, voyez-vous.
car à cet instant précis, je sors mon atout de ma manche. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, donc on va vous traduire. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un éphémère. Souvenez-vous, ces sorts qu'on peut jouer à n'importe quel moment de la partie. Voilà, donc ça, en français, c'est l'avènement de la Guivre. C'est une carte qui permet de poser un jeton de créature, c'est-à-dire que c'est une créature comme une autre, mise à part que, une fois qu'elle quitte le champ de bataille, elle cesse d'exister, alors que les autres cartes vont dans le cimetière. En effet. Donc voilà, il décide de mettre ça. Le jeton étant représenté par un dé. Voilà. Alors, le sort, lui, c'est-à-dire l'éphémère, l'avènement de la Guivre, va au cimetière, mais la créature qu'elle a mise en jeu reste et ça devient un permanent, ce jeton. Voilà. Et souvenez-vous, celui-ci a une force et une endurance égale au nombre de créatures. Donc, il devient une 3-3 et non plus une 2-2. Ici, ce sont des petites étoiles. Et du coup, j'ai 3 bloqueurs pour ces 3 attaquants. Donc maintenant, il peut bloquer chacune de mes créatures. À ce moment-là, je peux choisir de faire aussi un effet. En l'occurrence, Ah, tu me tendais un piège. j'ai une carte. Non, ce n'est pas un piège, mais je vais juste limiter les dégâts, parce que c'est une hécatombe du côté de mes créatures. Je vais infliger 3 blessures à son temple. Donc, voilà, le sort se résout, il prend 3 blessures, il va au cimetière. Alors, est-ce que ça veut dire que cette créature va infliger ses dégâts? Non, parce qu'elle a été bloquée. Même si la créature qui est censée bloquer mon attaquante va au cimetière, tant qu'elle a été déclarée bloqueur, ma créature ne pourra pas infliger ses dégâts à l'adversaire. Ensuite, donc, toutes les blessures se résolvent. Je m'inflige 5 et 4 à mes créatures. En une endurance de 3, elle meurt. Une endurance de 2, elle meurt. Je inflige 2 et 2. Elle ne meurt pas. Aucune dommage. Voilà. Ensuite, je peux aussi en deuxième phase mettre une autre créature. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour vous montrer comment les phases d'attaque peuvent se dérouler. Sur ce, eh bien, on vous dit à tout de suite pour la prochaine partie. Alors, quel meilleur moyen pour mettre en application que de... Faire un petit exemple. Voilà, montrer une partie en live. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, nous avons chacun notre jeu de 60 cartes. Donc, la règle stipule que vous êtes obligé de pouvoir mélanger votre jeu sans assistance. C'est Magic qui dit ça. Moi, je trouve ça assez drôle, mais bon. Donc, enfin bon, voilà. Donc, chacun mélange son jeu. Hop, il y a plein de techniques différentes. Ensuite, on le présente à l'adversaire. Et il le coupe. Et il le coupe. S'il veut, il a le droit aussi de ne pas le faire s'il veut ne pas le couper. Ensuite... C'est une marque de politesse, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et ensuite, alors, pour choisir qui commence, il y a plusieurs techniques. Mais la plus couramment utilisée, c'est de lancer un dé. Et oui. Dire si c'est le plus petit ou le plus grand qui commence. Voilà, si c'est le plus petit, on va... Enfin, vous lancez. Là, on choisit. Excusez-nous. Là, on va lancer donc les dés et on va dire que le plus grand décide qui commence. Le sort en est jeté. Donc, en l'occurrence, il a fait 2, j'ai fait 19. C'est donc à moi de choisir qui commence. Je vais décider de commencer. Donc, voilà. Et ensuite... Ce qu'il y a de bien aussi avec les dés, c'est qu'on peut s'en servir pour marquer les points de vie. En l'occurrence, ces dés ont été spécialement conçus pour ça. Donc ici... le petit symbole représente le nombre 20. Voilà. C'est le seul qui est absent des dés, sinon les autres nombres y sont. Je vous rappelle que vous commencez la partie avec chacun 20 points de vie. Ensuite, chacun pioche 7 cartes. Voilà. Ensuite, c'est à celui qui a choisi de commencer de dire s'il veut la garder ou pas. C'est ça? N'est-ce pas? C'est cela même. Et donc, en l'occurrence, moi, je décide de garder la main. Eh ben, écoute, figure-toi, je vais t'imiter et la garder aussi. Voilà, et si on avait décidé de ne pas garder notre main, on aurait dû la mélanger à notre jeu. Et ensuite, on aurait pioché 6 cartes. Ça s'appelle faire un mulligan. Ou une donc à chaque misère. fois, voilà, une misère en français. Et donc à chaque fois que vous décidez de faire un mulligan, vous piochez une carte en moins à chaque fois. Alors, celui qui commence ne pioche pas de carte au début de son tour. Il peut décider de mettre un terrain. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est une porte qui permet d'ajouter n'importe quel mana, sauf qu'il arrive... n'importe quel mana parmi les manas rouges ou bleus, sauf qu'il arrive engagé. Et je veux dire que c'est à toi de jouer. Alors, en revanche, celui qui n'a pas commencé a quand même une petite compensation. Il a le droit à une carte en plus au départ. Ah ah. Eh oui. Eh oui. Il faut bien essayer d'équilibrer un peu le jeu comme on peut. La vie est ce qu'elle est. Alors, moi aussi, je vais jouer un double terrain, c'est-à-dire un terrain qui peut produire double 2 types de mana. Et en l'occurrence, l'allié à l'orée de rasoir. Alors, celui-ci, il a comme capacité spéciale d'arriver en jeu engagé à moins que vous ayez 3 terrains ou moins sur le champ de bataille.
Donc, et c'est mon cas. Ce qui fait que c'est très bien, du coup il peut le faire arriver non engagé. Et du coup, je peux jouer. Voilà, là il engage, il produit un mana. Et j'appelle la noble hiérarche. Voilà, donc ce terrain peut produire soit un mana blanc, soit un mana vert. Il a produit un mana vert pour payer ce coup de mana ici, qui est d'un vert. Donc c'est une créature, elle ne veut pas attaquer. As-tu autre chose à faire? Non, du tout, d'ailleurs, j'ai plus d'énergie. D'accord. Donc ça... C'est à moi. Alors, maintenant, on va vous parler de toutes les étapes. Première étape d'un tour, le dégagement. On dégage tout ce qui est engagé. Ensuite, étape d'entretien. Si jamais il y a un effet qui se produit à cette étape, on le dit à cet instant. Ou si l'adversaire veut lancer un sort à ce moment-là, il le dit. Ensuite, étape de pioche. Donc on pioche notre carte, on voit ce qu'on peut faire. Et ensuite, on passe à la phase d'entretien numéro 1. Donc pendant cette phase, qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien poser un terrain, c'est ce que je vais faire. J'en pose un. Et on peut lancer un sort. Mais moi, je n'en ai pas à lancer, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Donc normalement, si j'avais une créature, j'aurais pu décider d'attaquer. Ça aurait été la phase d'attaque. À la fin de la phase d'attaque, il y a une deuxième phase principale. Après cette phase principale, si vous n'avez plus rien à jouer, vous passez le tour à votre adversaire. Et il y a à cette étape une étape de fin pendant laquelle votre adversaire peut très bien décider de faire quelque chose. Si une manigance de jouer un éphémère, par exemple, c'est-à-dire une carte qui peut jouer n'importe quand. Voilà, par exemple. Donc, et, du coup, le tour me revient. Moi aussi, je pratique mon étape de dégagement. Mon terrain peut à nouveau produire du mana. Je pioche. Et j'arrive à ma phase principale où je peux jouer quelque chose. Par exemple, comme mon adversaire, un nouveau terrain. Alors, ce terrain-là est encore un terrain très spécial. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un fetchland, c'est-à-dire qu'on peut le sacrifier pour appeler un autre terrain qui se trouve dans notre bibliothèque sur le terrain à la place. Donc c'est une carte assez puissante, il faut le dire. Il y a bien sûr un petit revers à la médaille, ça va me coûter un point de vie. Donc voilà, tu l'engages, tu le sacrifies, il va donc dans la zone de jeu qu'on appelle le cimetière. C'est l'occasion pour nous de la présenter. Donc c'est là que vont toutes les cartes qui ont été utilisées. Les créatures, quand elles meurent, elles peuvent mourir au combat d'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir vous le montrer très prochainement, et croiser les armes. En attendant, je cherche dans ma bibliothèque une carte de forêt ou de marais. C'est ce que permettait le terrain que je viens de sacrifier. Donc, ça prend en général un peu de temps. Et après, tu dois mélanger la bibliothèque et je peux le faire moi aussi. Tout à fait. En attendant, hop, voici une nouvelle carte assez spéciale qui est à la fois créature et à la fois terrain. Alors, on vous fait voir de belles choses. Hein. Oui, alors ça, c'est franchement très curieux. Parce que si c'est une créature et un terrain, c'est à la fois un sort et un non-sort. Nous sommes d'accord? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui prime là-dessus? Est-ce que c'est d'abord un sort ou un non-sort? Est-ce que je peux le contrecarrer ou pas? Eh bien non, tu ne peux pas me le contrecarrer, car c'est un terrain. Ceci étant, comme c'est aussi une créature, elle a les petits revers qui vont avec, à savoir que contrairement à un terrain normal, je ne pourrais pas l'engager pour du mana, même s'il arrive en jeu dégagé. Donc elle ne pourra me servir qu'à me défendre là pour l'instant. Voilà, donc c'est... Vous voyez, alors on va s'arrêter là, je pense qu'on vous a montré assez vite fait tout ce qui est possible de faire. Enfin, pas tout, parce que Magic c'est vraiment ultra riche. Mais avec ça, je pense que vous avez moyen de constituer votre propre jeu et de commencer une partie avec votre ami ou qui vous voulez, votre grand-mère si vous en avez une et qu'elle aime bien Magic. Bon, bref. Donc sur ce, très rapidement, on va aussi vous parler des zones de jeu. Donc il y a la bibliothèque, il y a le cimetière. Là, moi, je n'ai aucune carte dans mon cimetière, il y en a une. Chacun peut accéder au cimetière de l'autre. Moi, je peux dire, tiens, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ton cimetière. À n'importe quel moment, il peut décider, ouais, tiens, ok, t'as ça, c'est très bien. Le champ de bataille, c'est là où il y a les terrains, les enchantements, les créatures, bref, tout ça. Il y a aussi une zone qui s'appelle l'exil, et qui n'existe pas, en fait. C'est en dehors du jeu. Ce sont les limbes. Voilà, en quelque sorte. Bon, et bien voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, et que vous serez capable de jouer par vous-même. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans chaque produit Magic, il y aura tout le temps des petits livrets qui vous apprendront à jouer grossièrement à Magic. Donc voilà, sur ce, à plus. On se retrouve pour la dernière partie de cette introduction à l'univers de Magic. Donc on va vous parler des différents formats dans lesquels vous pouvez jouer à Magic. Alors on commence par le type 1 qui s'appelle le Vintage. Alors le Vintage, c'est un format qui est très populaire chez ceux qui ont commencé Magic depuis la première heure, parce que vous pouvez y jouer toutes les cartes qui sont sorties depuis la première édition,
plus celles qui sont arrivées grâce aux éditions spéciales, comme le Commander dont on parlera plus tard, et qui ne sont pas jouables dans d'autres formats. Alors, il y a quelques exceptions, toutefois, de cartes qui sont interdites dans le Vintage. Ce sont les cartes qui, par exemple, exigeaient que vous misiez des cartes de votre jeu et qui vous y forçaient. Donc oui, Magic a eu un petit temps des cartes obligeant à parier. Voilà, à des parier cartes des des cartes. joueurs. Autrement dit, donc, c'est des cartes qui faisaient que vous pouviez acquérir, devenir le propriétaire d'une carte d'un autre joueur. Donc ça, c'est totalement interdit, évidemment. Maintenant. Autre carte interdite, les cartes qui demandaient aux joueurs des exercices d'adresse, par exemple lancer la carte au sens propre, c'est-à-dire hop, dans les airs. Vous la faites tomber comme ça, et si jamais ça touche, par exemple, alors ça c'est une carte, je sais plus comment elle s'appelle, mais toutes les cartes qu'elle touche sont détruites. Voilà, Ah mais oui. qu'elle touche physiquement, donc ça c'est un peu ridicule, évidemment, on va pas regarder ça en tournoi, on va pas faire, tiens regarde, je lance ma carte. Donc évidemment c'est interdit aussi. Dernière carte interdite, les cartes qui emmenaient trop de, on va dire, de... Qui D'un prenait côté. trop, non, voilà, D'un qui côté, était beaucoup de- trop complexe à mettre en place. Bon, la carte qu'on cite, c'est Sherazade, qui notamment exigeait de faire une partie parallèle au sein même de votre partie, tandis que vous laissiez celle-ci de côté. Donc, Autrement dit, vous notiez tout ce que vous aviez. Voilà, vous mettez là j'ai tant de créatures, tant de terrain. Ensuite, vous remélangez tout, vous refaites une autre partie pendant ce temps-là. Et une fois que cette partie est terminée, eh bien vous reprenez l'autre là où elle s'est arrêtée. Ça prenait mais des heures, quoi. C'était ridicule. Donc du coup, évidemment, c'est interdit. donc, à noter dernière chose que toutefois, pour limiter les cartes vraiment trop puissantes, certaines cartes sont limitées à un seul exemplaire dans le Vintage. Voilà. Si on passe maintenant au Legacy. C'est le type 1,5, donc c'est celui où les cartes les plus puissantes du Vintage sont interdites. À savoir le P9. Qu'est-ce que c'est que le P9? Eh bien, le P9, c'est une série d'artefacts qui ont des pouvoirs absolument exceptionnels. Bon, pour un néophyte, ça ne me paraît pas évident, mais pour un connaisseur, on en a les yeux ouverts. Et ce n'est pas que d'ailleurs que des artefacts, il y a aussi des... Alors, est-ce que c'est un rituel, il me semble, pour deux, un bleu, un incolore, vous jouiez un tour supplémentaire. Ok, Énorme, quoi. voilà, il n'y a pas Oui, de c'est problème. vrai, en effet. Alors, simplement, les principales qualités du P9, c'était des artefacts. Donc, vous pouviez les jouer pour 0. Pour la plupart, c'était les Mox, ainsi que le Lotus Noir, dont on parlera un petit peu peut-être, si on a le temps. Peut-être. Et qui, donc, les Mox en question, vous pouviez les poser, hop, pour 0. C'était des artefacts, ils donnaient du mana. Et comme c'était des artefacts, vous pouviez en poser autant que vous vouliez pendant un tour, contrairement au terrain. Donc, voilà, une quantité de mana infinie par tour en fonction des mox que vous avez dans votre main, donc c'est énorme. Oui, presque infini. D'où C'était limitation. une limitation qui est bien méritée. Donc on passe maintenant au moderne, le type 1,M, parce que oui, c'est ça, comme ça qu'on l'appelle, évidemment on va tous l'appeler moderne. Donc c'est les cartes qui ont le nouveau design, qui sont acceptées. On n'a pas le droit d'utiliser toutes les cartes qui sont sorties en alpha, etc. jusqu'à la 8e édition, mais c'est encore les cartes avec bord blanc, mais elles sont acceptées. Et surtout, l'édition de référence, c'est c'est Mirrodin. La Voilà. première Mirrodin, pas la seconde. Il y en a Voilà. les deux. C'est à partir de là que les cartes ont commencé à avoir un nouveau design. Donc c'est celui qu'on a aujourd'hui, hein, et qui vont changer avec M15. Bord noir, et puis voilà. enfin, Un bord noir et une puis comparaison. enfin voilà. De toute façon, vous voyez les cartes qu'il y a actuellement et les cartes qu'il y avait en alpha bêta, c'est pas du tout les mêmes. Donc voilà, ces cartes-là sont acceptées en moderne. Alors à noter que le moderne a peu à peu supplanté le legacy parce que en fait vous voyez c'est un format pour ceux qui sont nostalgiques des éditions plus anciennes et qui aiment jouer avec des cartes qui sont depuis longtemps tout en limitant un petit peu parce que le moderne justement ils ont commencé à être un petit peu plus raisonnables par rapport à tout ce qui pouvait se faire. Quand ils ont commencé à jouer le jeu, ils ont été un petit peu plus poussés sur certaines règles et limites, on va dire à partir de là, de cette extension-là. Donc, Oui, disons que le moderne les cartes qui sont sorties en vintage et en legacy, la plupart ont des effets qui sont totalement démentiels, qui sont un petit peu déséquilibrés. À partir du moderne, ça commence déjà à être un peu plus, exactement. voilà, un peu plus équilibré. C'est aussi l'un des formats les plus joués, et c'est le format qui a la plus grande banlist, donc liste de bannissement de tous les formats. Elle a des cartes interdites à l'appel. Donc, je vous laisserai... augmente régulièrement. Tandis que d'autres peuvent être débannis, mais c'est plus rare. Hein. On aime toujours ça. Mais... Oui, les cartes débannies, ça, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Suivant, donc le type 2, ça c'est le format, je pense, le plus joué. Je suis pas totalement certain, mais enfin,
il est très très joué, Oui, parce quand même. qu'il regroupe les 6 dernières extensions, donc les 2 derniers blocs, à savoir, en l'occurrence maintenant, Ravnica, le retour. ouais, Retour sur Ravnica, Insurrection, le labyrinthe du dragon, M14, Theros, merci. Création divine et Voyage dans l'X. Tout à fait. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez jouer toutes les cartes de ces extensions qui sont faciles à trouver puisque les boosters sont encore vendus, ce qui n'est pas le cas de Modern et compagnie. Donc c'est avec celui-là, je pense que vous pourrez débuter le construit. Donc le construit, le format, vous avez 60 cartes avec les cartes que vous avez dans votre propre collection. Et vous préparez votre deck avant de venir au tournoi. Car Voilà. vous pouvez le faire pendant le tournoi, ça peut être une épreuve. Et n'oubliez pas qu'il faut une réserve de 15 cartes. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en amener une. Ouais. Mais soit vous amenez 0 cartes en réserve, soit vous en amenez 15 et pas entre les deux. Voilà. Ah, je crois que ça a changé depuis, il faudra vérifier. Petit addendum où les règles changent. Donc, Les règles changent, mais il me semble justement que ça a changé vers ça. à vérifier. Ouais, à vérifier. Enfin, je vous laisse vérifier sur des sites, professionnels, ma foi, puisque nous ne sommes que des amateurs, je le rappelle. De toute façon, les commentaires sont là pour ça. Voilà, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me le dire, je corrigerai instantanément. Il n'y a pas de problème. Donc, le standard, les cartes les plus faciles à trouver, vous pourrez les jouer là-dedans. Ensuite, on passe au type 3, qui est le format limité. Vous avez 2 formats dans le type 3. Vous avez le draft, et c'est un format assez spécial, puisque vous venez, vous êtes assigné à une table avec d'autres joueurs, vous avez 3 boosters devant vous, vous ouvrez le premier, vous choisissez une carte, et ensuite vous faites passer le reste à votre gauche. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que les cartes de ce booster soient épuisées. Ensuite vous passez au deuxième booster, vous faites la même chose, sauf que cette fois-ci vous passez à droite. Et pour le troisième booster, vous repassez à gauche. Et donc avec toutes les cartes que vous avez récupérées, vous construisez un jeu de 40 cartes. Et on vous donne les terrains Oui. à la boutique. Enfin, vous les apportez On si vous les prête, éventuellement. oui, ou si vous voulez apporter les fautes, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Les terrains de base, évidemment. Fonction des moyens, quoi, voilà. Voilà, donc c'est un format qui est assez compliqué, il faut avoir L'expérience. un petit peu d'expérience, voilà, il faut connaître les cartes et tout ça, donc c'est peut-être pas génial pour débuter Magic, mais c'est très intéressant, ça offre une expérience sympathique. Donc, le deuxième, oui. Petite astuce toutefois, quand vous commencez le type 3, que ce soit le draft ou le scellé qu'on va évoquer, il faut que vous preniez l'habitude de consulter la liste des cartes qui paraissent pour l'édition à l'avance. Ça sur Internet à partir du moment où elle est publiée, puis même réviser, si j'ose dire, même si avant d'aller au tournoi, parce que ce tournoi va prendre le temps très au sérieux. Il n'aura qu'un temps limité pour choisir vos cartes, donc forcément il faut que vous les connaissiez, parce que s'il y a tellement de cartes qui défilent, il faut que vous ayez des petits repères dans votre tête déjà. Exactement, donc sinon vous sortirez pas. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup plus pratique. Vous aurez déjà, tiens, cette carte, j'ai pas besoin de la lire, je sais ce qu'elle fait, je vais la mettre directement. Donc n'hésitez pas à aller sur des sites qui mettent les cartes, qui diffusent normalement un mois avant la sortie de l'extension. Vous avez le temps de vous préparer, donc c'est très bien. Alors, deuxième format limité, le scellé. Et donc celui-là, c'est un format que j'aime tout particulièrement. Vous arrivez, aussi, oui. vous n'avez pas de carte, vous n'avez rien, vous pouvez venir, vous payez le tournoi, et on vous donne 6 boosters. Avec les cartes que vous trouvez dans ces 6 boosters, vous devez, pareil, construire un jeu de 40 cartes. Les terrains vous seront fournis, les terrains de base. Et voilà, vous faites le tournoi avec ces cartes-là. Mais là, l'intérêt, c'est que vous pouvez vous poser pour construire votre jeu, tandis que le draft, vous avez un temps limité, généralement à moins d'1 minute, pour choisir votre carte dans votre paquet de 15 et le passer à votre voisin aussitôt. Donc là, c'est pour le type 3, le meilleur format que je vous conseille pour débuter. Puis même, grâce à ce genre de tournoi, vous pouvez récolter des cartes, en accumuler un petit peu, et pour ensuite passer à un type de standard, ou même, sait-on jamais, un moderne. Mais le moderne, bien que ce soit un format qu'on aime beaucoup, on ne vous le conseillerait pas forcément pour débuter, parce que vos adversaires auront eu le temps d'accumuler plus de cartes que vous, ils ont peut-être plus d'expérience, donc oui, sans doute plus d'expérience. Pour découvrir, c'est très bien si vous venez que pour ça, mais si vous voulez vraiment participer, jouer à armes égales, c'est bon, voilà, pas le meilleur format qui vous viendra dans l'immédiat, mais... Bah, disons que de toute façon, les cartes sont plus dures à récupérer, puisque les boosters ne sont plus vendus, normalement, vous devez les récupérer sur Internet, en général c'est plus cher. Les cartes à l'unité, pareil, normalement elles sont plus chères que le standard et compagnie. Donc c'est franchement pas tip top pour commencer. C'est mon avis personnel, après ça dépend de ce que vous faites de vos cartes. Mais voilà. Ce qu'on peut ajouter entre parenthèses rapidement, c'est que quand même pour progresser à Magic, c'est essayer de mettre au point des stratégies un petit peu efficaces. Donc si vous pouvez le faire avec vos moyens, c'est-à-dire en
commençant doucement avec des trucs un peu plus simples comme le scellé ou le standard, je pense que vous y arriverez plus vite, tandis que si vous débutez trop tout de suite, vous n'avancerez jamais. Oui, c'est sûr. La meilleure façon d'apprendre Magic, c'est de jouer. Donc voilà, vous commencez des parties. Si vous venez à une boutique, en général, les gens sont sympas, ils vont vous dire, ils vont vous expliquer les règles. Ça, oui. Bon, évidemment, il faut quand même avoir une base, savoir un minimum comment Magic se joue. De nos petites vidéos. Voilà, mais si vous faites 2-3 petites erreurs, normalement, c'est pas trop grave. Oui, les gens viennent pour s'amuser, quoi, pas pour la plupart. Voilà, Ouais. c'est... Vous inquiétez pas. Donc, scellé, je vous le conseille, vous récupérez plein de cartes, c'est très fun, et en plus, voilà, ça vous fait une expérience de jeu assez simple. Donc, je vous conseille le scellé, bien que ce soit un format qui est assez compliqué, évidemment, ça dépend à la fois de la chance et de la façon dont vous savez construire un jeu avec les cartes. Enfin bref. Donc, on passe ensuite aux autres formats qui sont pas, en général, il n'y a pas de tournoi officiel avec ces formats-là. Si le commandeur quand même, parce que ce qui est intéressant avec celui-là, j'entre dans le vif du sujet Vas-y. tout de suite, c'est qu'au départ, oui, c'était un format totalement fait par les passionnés de Magic qui avaient un petit peu inventé ce format. Oui, pour sortir les grosses cartes voilà. du classeur. Exactement, puis pour jouer avec des cartes totalement impossibles. Et le fait est que Magic l'a officialisé tellement il y avait du succès. Voilà, c'est vrai, ils ont sorti plusieurs boîtes de commandeurs. Donc, Encore de decks préconstruits en tout cas. Ouais. Donc oui, c'est assez intéressant. Le principe, vous avez 100 cartes, un général, c'est forcément une créature légendaire. À partir des couleurs de ce général, c'est-à-dire par exemple, mettons que ce soit une créature noire-rouge, vous allez construire votre deck de 99 cartes. Chaque carte devra être en un exemplaire maximum. Sauf les terrains de base. Sauf les terrains de base, évidemment. Et il faut faire attention à l'identité couleur de ces cartes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des cartes noires et rouges, mais pas des cartes vertes, blanches ou bleues. Et il faut faire attention à ce qui est écrit dans le texte de votre carte. Si jamais il y a une capacité activée qui demande un mana bleu, ça ne va pas rentrer, vous ne pourrez pas la jouer, même si la créature est bien des couleurs de votre général. Donc voilà, il faut que tout soit noir ou rouge dans tout le texte de la carte et tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Exactement. Donc c'est assez fun à jouer, personnellement j'ai jamais joué, mais tu as une petite expérience là-dedans. Oui, c'est vraiment un format sympa. Alors, petit ajout quand même, vous pouvez quand même jouer des cartes d'artefacts qui sont incolores. Ça, l'incolore est toléré partout. Oui, voilà, l'incolore c'est comme ça que ça marche. Alors, pour terminer très rapidement, oui, un autre format auquel j'ai jamais joué non plus, et qui a l'air assez marrant, c'est le format paysan. Où vous venez sans aucune carte rare, vous construisez un jeu avec des cartes communes et peu communes, et normalement c'est assez rigolo. Même si certaines peu communes, du coup, ont pris du galon un peu à cause de ça, mais ouais. C'est vrai que certaines cartes, on ne sait pas pourquoi ils les mettent en peu communes alors qu'elles ont des effets absolument mirobolants. D'ailleurs, c'est comme ça que certains joueurs ont un peu fait avancer le jeu de Magic, c'est qu'au départ, dans les premiers tournois des anciens temps, on ne jouait que des rares, des grosses bébêtes. Et petit à petit, on s'est mis à apprendre que jouer des petites créatures, mais qui peuvent attaquer dès le premier tour, ou des cartes qui peuvent vous faire gagner du temps, c'est aussi un moyen d'aller à la victoire. Et c'est comme ça que le jeu s'est un peu diversifié. Donc, vous aurez de quoi faire. Oui, vous inquiétez pas. De toute façon, Magic, il y a plusieurs milliers de cartes. Donc, je crois même qu'il y en a presque 10 000. Enfin bref, vous aurez tout le temps le moyen de récupérer des cartes pour faire un jeu original, vous inquiétez pas. Un jeu qui vous plaise. Voilà, le principal à Magic évidemment c'est de s'amuser. Moi personnellement je trouve que c'est une communauté assez formidable, il y a des joueurs de Magic partout. Alors ça c'est assez surprenant, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de joueurs de Magic que ça. Parce qu'ils ne se montrent pas à la lumière du jour évidemment, ils sont des êtres sombres qui se cachent la nuit. mais bref, la communauté est relativement sympa. Et vous aurez tout le temps moyen de trouver des gens pour jouer avec vous. Sinon, il y a un site très sympa qui permet de voir quelle est la boutique la plus proche qui vous permettra de participer à des tournois. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc voilà, ma foi, que rajouter ? Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup de nous avoir regardés, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions ou si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me vexera pas du tout, étant donné que je suis juste un joueur amateur qui fait ça pour le fun. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, sur ce, à plus, bye bye.